Voilà, donc j'ai le plaisir d'introduire Julien Guinan, donc qui nous vient de Lyon, qui est diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, dont tu es sorti en 2000. En 2000. Ouais. Voilà. Actuellement, tu interviens pour des cours à l'École des Beaux-Arts de Lyon, je crois. Absolument. Et tu es représenté par la galerie Françoise Besson. Et tu es également cofondateur, j'ai vu ça sur Internet, hein, de l'école de la photographie Blue, oui, qui est donc une école privée que tu diriges depuis 2009, alors, si je ne me trompe pas. Depuis quelques années. D'accord. Mais c'est une aventure qui a duré 7-8 ans. D'accord. Et parce qu'elle n'existe plus ou parce alors, que tu as laissé la direction à... Mais on s'est complètement retiré de l'aventure. Donc cette école existe toujours. C'est une école assez importante, assez intéressante, qui forme des étudiants, notamment à l'école d'Arles, et qui a presque un 100% de réussite au concours d'Arles. Qui avait démarré donc, avec un ami associé qui s'appelle Gilles Verneret, qui est le directeur de la galerie Le Bleu du Ciel. Et on avait eu cette idée de monter des workshops de photographie. Et finalement, ça s'est transformé peu à peu en une école, une véritable école. Mais comme c'est très prenant, et que pour le coup, j'étais d'ailleurs sur le travail du Japon, il a fallu à un moment donné choisir entre une pratique artistique un peu soutenue, intensive, et la pédagogie qui me prenait trop de temps. Ouais. D'accord. Et donc l'école est directement associée à la galerie Le Bleu du Ciel. Elle l'était, c'est pour ça qu'on l'avait appelée Blue. Mais plus du tout hein, maintenant. D'accord. Plus du tout. Ok. Donc galerie lyonnaise que vous connaissez sans doute, hein, qui est consacrée essentiellement à la photographie documentaire et qui existe depuis maintenant une bonne... 25 ans, je crois. Ouais. Ouais. Voilà. Alors pour aller vite, pour présenter le travail de Julien Guinan, mais il en parlera mieux lui-même que je ne saurais le faire, hein, on peut dire que tu développes un travail photographique de type documentaire et expérimental, hein, dans la mesure où il s'agit d'un documentaire relativement sophistiqué, si je puis dire, enfin, qui se pose en tout cas des questions sur ses manières de faire et sur les outils qu'il mobilise. Et puis par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que ton travail porte essentiellement sur des questions de territoire, et notamment sur la manière dont le territoire croise l'histoire sociale et pose des questions de nature environnementale. Alors, il s'agit à la fois d'enquêtes documentaires avec, je dirais, des questions sociétales qui se trouvent posées derrière, mais en lien avec une recherche qui est également une recherche formelle, assez intense, hein, et une réflexion qu'on peut dire de nature plus ou moins anthropologique, enfin via la photographie et la mise en forme du travail, se trouvent véhiculés des questionnements anthropologiques. Donc tu as publié 2 ouvrages, enfin 3 avec celui qui nous occupe aujourd'hui, mais antérieurement tu avais publié 2 ouvrages aux éditions 205. Donc le premier, Force, hein, qui montre des personnes, des objets, des vues de la nature, hein, et qui s'attelle à questionner les forces qui les animent, les forces dont elles témoignent. Et puis un autre ouvrage, donc au titre énigmatique, j'avoue que je n'ai pas exactement su de quoi il retournait, hein, qui s'appelle 12 647 2 plus Nature XL. Bon, alors de quoi parle-t-il? C'est la directe continuité de Force, et pour le coup, il s'agissait à la fois d'un livre et en même temps d'un document qui montrait à quel point un imprimeur avait des travaux de qualité, et donc en fait c'est une norme liée à cette maison d'imprimerie que ce numéro-là. D'accord, d'accord. Et donc, le projet et le livre dont nous allons parler ce soir s'intitule Two Mountains. Peut-être d'ailleurs que Julien peut faire passer, on peut faire passer le livre pendant qu'on va parler, hein, puisque enfin, le livre a une importance.
donc Two Mountains, qui est paru en 2021. Enfin, il y a eu des expositions et puis il y a le livre. Les expositions comme le livre rendant compte, restituant somme toute un projet qui t'a occupé longuement, puisque, si j'ai bien compris, un des premiers séjours que tu as effectué au Japon, c'est en 2015. Oui. Tu y es retourné, enfin tu vas nous expliquer tout ça. Mais donc il s'agit d'un travail de longue haleine, hein, qui demande le fait d'aller plusieurs fois sur place et aussi sans doute un travail d'approfondissement et de réflexion qui s'établit dans la durée et qui ne se passe pas que sur place, j'imagine. Ce travail donc vient sur le fond d'un intérêt pour le Japon que tu manifestes depuis longtemps. Tu nous en parleras aussi. Two Mountains parle plus précisément, hein, de deux montagnes. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit du mont Ashio et du mont Kumano. Bon, alors, mais il y a un autre mont qui vient... Non, en fait, c'est une chaîne de montagnes qui s'appelle Ashio et une autre chaîne de montagnes qui s'appelle Kumano. Et peut-être tu as lu Péninsule de Ki. Voilà. Ouais. En fait, c'est un synonyme de Kumano. C'est le terme géographique, en fait. Hein. Voilà, c'était ça mon problème. Ouais. Et donc, ces deux montagnes qui ont connu des processus de dégradation vraiment importants, liés à des questions de culture forestière intensive, liés aussi à des inondations qui ont provoqué des glissements de terrain. Et donc, face à ces problèmes-là, il y a eu une sorte de fuite en avant technologique avec des installations en béton. Vous verrez les images, hein, et Julien va vous en parler. Donc, qui sont venus retenir les terres, hein, et on a donc des paysages très particuliers qui, par certains côtés, peuvent faire penser presque à des œuvres de Lindart, hein, parce que c'est extrêmement monumental et impressionnant comme paysage. Donc ça amène à une réflexion, hein, sur le devenir des paysages, sur des problèmes qui sont liés à des modalités d'extraction des ressources naturelles, hein, et aussi aux réponses qu'on peut apporter à ces questions, que celles-ci soient techniques ou alors plus locales. Il y a aussi des mouvements écologiques qui se sont développés à partir de ces phénomènes. Donc c'est tout ce processus finalement que tu questionnes de cette manière-là. Je vais te laisser en parler et puis on pourra dialoguer. Okay. Donc on vous propose que Julien parle pendant un moment et puis qu'on vous laisse quand même pas mal la parole et qu'il y ait des allers-retours avec les personnes qui sont là dans la salle. C'est ça, c'est si vous souhaitez à un moment donné interagir, c'est avec grand plaisir. Même une chose pour toi, Daniel, si tu veux. Donc tu as déjà bien tout dit, tu as introduit donc le contexte général de ce travail. Donc 2015-2018, premier séjour au Japon, c'était un voyage, comment dire, presque touristique et de repérage aussi en quelque sorte. Et durant ce voyage, j'ai fait une première photographie. Alors peut-être il faudrait que je la montre, enfin ou je la montrerai après, peu importe. En tout cas, c'est une photographie qui pourrait s'apparenter à cette image que j'ai fait ensuite, noir et blanc. Donc je travaille en couleur et en noir et blanc, hein, le noir et blanc venant plutôt dans des conditions et des circonstances d'intimité territoriale, ça c'est le terme de Jean-François Chevrier, mais en tout cas pour décrire quelque chose de l'ordre d'une présence humaine, alors que les couleurs ont plutôt tendance à être là pour décrire, enregistrer un paysage, des vues. Voilà. Donc, je suis tombé en 2015 sur une structure de béton comme ça, qu'on voit en haut de cette image qui est la couverture du livre. Et sans trop comprendre ce que je photographiais, je me suis dit, il y a quelque chose là qui est intéressant, un sujet qui me paraît de manière intuitive assez intéressant, mais sans véritablement connaître ni les enjeux sociaux, environnementaux. Et donc, je me suis dit, il me faudrait plus de temps pour enquêter, en quelque sorte. Parce que je ne voulais pas m'en tenir à
à une accumulation d'images comme ça, étonnantes. Et donc, j'ai postulé pour une résidence qui s'appelle la Villa Kujoyama à Kyoto, où j'ai passé donc 2 ans plus tard 3 mois en continu, et ce qui m'a permis donc de développer véritablement le travail qui s'est passé à Kumano. Alors Kumano, vous voyez qu'on a mis une carte au début du livre pour situer un peu la localité de ces 2 lieux qui m'ont intéressé. Donc c'est au sud de Kyoto, Kyoto étant l'ancienne capitale impériale. Donc j'ai voulu le situer par rapport aux 2 capitales. Kumano donc, est situé par rapport à Kyoto. C'est un lieu très étonnant au Japon. C'est absolument pas ce qu'on peut imaginer du Japon d'ici, puisque c'est une péninsule assez pauvre, un lieu de relégation, on pourrait dire, avec des montagnes assez noires, assez peu accueillantes, et pourtant on en fait un lieu touristique. C'est-à-dire que moi, en France, j'avais simplement demandé où est-ce qu'au Japon je peux trouver des paysages naturels à la Miyazaki. Et on m'avait dit, allez à Kumano. Et donc, je suis allé à Kumano, et en réalité, je suis tombé sur des montagnes et des forêts très belles, mais qui suite à mon enquête, se sont révélées des forêts de plantations totalement industrielles, en fait. Et donc, tous les arbres au moins de cette région-là, mais d'une grande partie du Japon, sont des arbres qui ont été plantés par l'homme pour la sylviculture. Donc ça a été une première découverte. Et puis la deuxième découverte, c'est de voir ces grandes structures de béton que je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Voilà. Et donc je dis ça pour dire qu'un travail peut aussi se construire en faisant. C'est-à-dire, il s'agissait pour moi donc de quelque chose sur le mode peut-être du bricolage, d'une certaine manière, de la construction, de l'agencement, et en tout cas de l'expérience, et non pas, je n'étais pas parti avec l'idée de faire un travail sur ces 2 lieux avant de faire les images. Ça s'est construit en faisant. Et donc, même de manière assez concrète, j'étais donc à la villa pendant 3 mois, et l'historien d'art Jean-François Chevrier, dont je parlais tout à l'heure, m'a rejoint pendant 1 semaine, et il m'a dit « Mais est-ce que tu connais cette histoire à Ashio ?» Il était en train de lire un livre de Pierre-François Souiri qui s'appelle Moderne sans être occidental, qui est un livre très intéressant sur le passage à la modernité du Japon. Et dans le livre, il y a une grande partie qui traite de cet épisode historique d'Ashio, qui a été donc la première pollution massive du Japon. Voilà. Et donc après, je me suis dit, j'y suis allé, j'ai enquêté, j'ai fait des photographies, et après je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans l'articulation de ces 2 lieux, qui sont donc 2 territoires abîmés à cause de l'homme. Alors, ce que je vous propose, c'est de parcourir le livre, et puis, voilà, comme ça donne un peu ça permet d'avoir le corps du travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre a été construit avant les expositions, donc ça, c'est aussi une chose un peu singulière. Et à partir du livre, maintenant, on déploie des expositions. Donc là, en ce moment, tu l'as dit, il y a une exposition au Bleu du Ciel qui a démarré la semaine dernière, et donc qui va durer 2 mois. Donc le Bleu du Ciel, c'est à la Croix-Rousse, à Lyon. Il y a aussi une exposition sur ce travail-là à Grenoble, dans un lieu qui s'appelle l'Espace Vallès. Dans 2 semaines, une petite exposition au consulat du Japon de Lyon. Et au printemps, pour le coup, une beaucoup plus grosse exposition au Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Voilà. Donc en fait, un même travail peut donner plusieurs expositions qui, à chaque fois, prennent en compte, bien entendu, l'espace, s'adaptent au volume, etc. Mais on est parti du livre, ça a été mon choix. Alors, donc là, je mets des lunettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, le livre démarre avec cette photographie qui est un document trouvé, trompe-l'œil, réalisé en 1907 par les ouvriers de la mine Furukawa. Donc là, ça concerne la 2e partie du livre. Fils du fondateur, dont le prénom signifie tigre. Donc moi, ça m'intéressait de commencer à entrer dans le livre par une énigme, c'est-à-dire de ne pas donner les clés tout de suite. On n'est pas dans un travail documentaire strict, ni de reportage, mais plutôt
une forme aussi de parcours assez étrange. Et donc voilà, ne pas donner les clés. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une vue assez rapprochée d'un bout de territoire, de terrain même, je dirais. Je ne sais pas du tout si on voit... Non, on ne voit pas. En fait, là, donc c'est un bout de... Comment dire, une pente d'une falaise. Et il y a des personnages dans la bouche d'un grand tigre. Et ils ont construit une sorte de trompe-l'œil. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était ce double sens de la vue, c'est-à-dire une vue rapprochée, et aussi la vision, c'est-à-dire laisser la vision, ou du moins l'imagination, s'introduire dans l'espace de la description. Dans beaucoup de mes images, on voit comme ça des grandes vues dans lesquelles il y a des choses qui surgissent et qui pourraient être de l'ordre de l'imagination ou d'une forme de vision. Voilà. Ben, même chose pour cette image-là, dont le titre est « Ouvrage sabot le long de la rivière Kumano ». Donc sabot, c'est le nom que les Japonais donnent à ces objets techniques, ces grands objets techniques, qui servent donc à maintenir les collines, en fait, enfin maintenir les collines, en tout cas réparer les endroits où la terre a glissé, prévenir que ça glisse à nouveau, et en fait, au pied de ces grandes structures de béton, c'est vraiment très très grand. On a donc soit des villages, soit des routes qu'il s'agit de protéger pour éviter que certains villages soient enclavés. Mais quand on photographie ce genre de structure, d'objets techniques ou de grandes structures, on se dit qu'il y a aussi quelque chose d'assez aberrant et démesuré. Et en enquêtant, je me suis rendu compte que le béton faisait aussi office d'éponger le chômage des campagnes. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a assez peu de chômage. Donc voilà. Et en fait, il y a d'innombrables petites entreprises de BTP de partout. Donc ça, c'est un document qui fait office de carte pour situer la péninsule. Et à la base, c'est un document de 3,50 m qui est conservé à la bibliothèque de Wakayama, que je me suis approprié en la passant en noir et blanc et en négatif. C'est bien entendu en couleur, normalement. À gauche, c'est des éléments extraits d'un graphique qui montre la détection des glissements de terrain qui sont passés donc, en 2011 au-dessus de la péninsule de Ki. Donc tout le fil de mon travail, la première partie, c'est en 2011, un typhon est passé et a occasionné des centaines de glissements de terrain. Voilà. À droite, on a un versant planté d'arbres éboulé en 2011 lors du passage du typhon Talas. Le glissement de terrain du 4 septembre 2011 est encore nettement dont la ligne de fracture est encore nettement visible, a enseveli le hameau de Kuban où vivaient 10 personnes. Je passe les légendes, hein, parce qu'on a fait le choix aussi de proposer des légendes développées, c'est-à-dire que le spectateur peut s'en tenir à la contemplation, en tout cas à la rencontre avec les photographies, mais il peut aussi aller chercher l'information plus en profondeur. Et souvent, les légendes sont très développées à la fin du livre. Alors. Donc, il y a une chose aussi qui me paraissait importante, c'est donc de mettre aussi de mon parcours et de ma propre biographie dans le travail, qu'il ne s'agisse que ça ne soit pas simplement un travail donc, que j'aurais mis à distance, mais mon parcours dans la péninsule et dans ce Japon est aussi en quelque sorte une forme de mythologie personnelle, puisqu'en fait j'ai un lien avec le Japon très ancien. C'est un pays qui m'a toujours beaucoup intéressé, notamment par rapport à la photographie, le cinéma, la pratique du zen. Donc ça a été mon entrée dans le Japon. Donc il me fallait aussi rendre compte de ma subjectivité. Et donc ça passe notamment par des calligrammes que j'ai écrits. Alors le livre est publié chez un éditeur allemand qui s'appelle Adjokant. Donc il est bilingue. La première partie est en anglais. Donc c'est pour ça que là, il n'y a que l'anglais. C'est pour ça que je peux éventuellement vous traduire quelques parties en français. Et dans le livre, on trouve aussi la traduction en français.
Et donc, là simplement, alors juste, je vais peut-être juste lire quelques passages, notamment les premiers, qui sont peut-être importants en termes de contexte. Bonjour. Le 12e typhon de la saison cyclonique 2011 dans l'océan Pacifique Nord-Ouest s'est formé à la fin du mois d'août, tout près des îles Mariannes. On avait d'abord signalé une simple dépression, mais elle s'est rapidement transformée en une violente tempête tropicale. Baptisée Thalas, elle est remontée vers le nord en direction du Japon. Le 3 et 4 septembre, elle est passée au-dessus de l'île de Shikoku, exposant la péninsule de Ki à des pluies diluviennes. Dans la région de Kumano, la partie de la péninsule traversée par le fleuve Kumano, la terre des montagnes glissa une centaine de fois en 3 jours. Les montagnes ne parvinrent pas à se maintenir, probablement en raison du remplacement de la forêt ancienne par la sylviculture intensive. Plantés par bouturage, les sugis, ou cryptomères, ce sont les arbres qu'on voit, à croissance rapide, qui couvrent une grande partie des montagnes japonaises, permettent au pays d'améliorer son bilan carbone. Bien avant l'exploitation industrielle de la forêt, l'expansion des sugis était due, semble-t-il, à l'action humaine. On raconte qu'en des temps immémoriaux, l'impératrice Jingu, de retour à Kyoto après avoir vaincu les 3 royaumes de Corée, aurait transplanté une branche de cryptomères donnant naissance aux forêts japonaises. Alors peut-être, puisque tu m'as demandé de te couper la parole, je vais le faire. J'aimerais que tu as bien posé quand même le fait que tu avais commencé par le livre. C'est-à-dire que les expositions, je suppose que c'est important pour toi également qu'elles aient lieu. Mais en même temps, le livre était une étape importante et c'est à ça que tu as pensé tout d'abord. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être justifier cette stratégie-là, cet ordre-là, qui n'est pas forcément un ordre de valeur, mais qui a en tout cas été un ordre de priorité temporelle. En quoi le livre était nécessaire à ce moment-là, autrement dit, et qu'est-ce qu'il permettait à ce moment-là qu'une exposition n'était pas finalement, n'apparaissait pas comme nécessaire à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais dire cela? Je dirais que sur le terrain, je me suis rendu compte que le sujet était vaste, compliqué, complexe, et qu'il fallait passer par le texte pour donner des indications pour qu'on puisse saisir un peu de quoi il s'agissait. Donc, dans une exposition, bien évidemment, on peut mettre des textes, mais il me semble que le livre est vraiment le lieu du rapport où le montage texte-image est le plus intéressant. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, il n'y a pas que des textes, il y a aussi des documents quand même assez nombreux, puisqu'il y a des cartes. Absolument. Après, dans l'exposition, on a réussi aussi à mettre ces textes et les cartes. À Lyon, notamment. Alors, à Paris, non. Mais à Lyon, on a réussi à faire ça. Et donc, la deuxième réponse, je pense que je me disais, j'aurais un ouvrage avec tout dedans. Et vraiment, j'y ai consacré du temps. Et ensuite, à partir de ça, on pourra déployer des expositions. Et ça sera vraiment très facile de construire des expositions à partir de ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait le livre, j'aurais dû démarrer de zéro, de mes négatifs, de mes planches contact. Et donc là, le travail aurait été vraiment plus difficile. Donc c'est un peu dire que le livre constitue en quelque sorte une sorte de carte mère, de matrice, voilà, c'est la matrice. que tu te donnes, enfin, comme objet fini pour que certains le lisent, mais aussi comme outil pour toi-même, pour ensuite ventiler des possibles... Pour moi, c'est un document de travail qui me permet ensuite de déployer dans l'espace des expositions. Alors, l'erreur, ça serait simplement de transposer le livre dans l'espace d'exposition. Ce n'est pas forcément la chose à faire. Parce une exposition, c'est vraiment très différent. Mais voilà, il faut trouver des solutions pour comment faire exister ça dans un espace. Et par exemple, à Lyon, pour ceux qui peuvent voir l'exposition, je pense que la question du texte, c'est pas encore résolu.
J'ai tenté des choses, mais c'est pas très grave, puisqu'une exposition, ça s'adapte au lieu et ça sera mieux la prochaine fois. Dans le même temps, le livre n'est pas que cette matrice-là, ça peut être aussi un objet auquel s'arrêtent certaines personnes qui n'auront pas l'occasion de voir l'exposition. Bien sûr, absolument, oui, bien sûr. Et donc à Lyon, dans l'exposition, il y a des textes assez importants? Alors non, il y a quelques textes issus des gros textes, de la vingtaine de textes que j'ai écrits dans le livre, et qui viennent comme ça, je dirais des haïkus, c'est un peu... mais qui viennent donner des indications sur le contexte, et puis qui agissent comme des éléments autonomes et indépendants, qui ont leur propre existence, puisqu'on pourrait dire que c'est des formes de poèmes courts aussi. Voilà. Du coup, c'est que de l'argentique que vous utilisez? Alors, sauf une ou deux photographies qui ont été faites à l'iPhone, l'ensemble des photographies ont été prises en effet en argentique. Et vous utilisez quoi comme... C'est un japonais, un Mamiya 6-7. C'est un moyen format? C'est un moyen format, ouais. Et peut-être tu pourrais revenir pour qu'on entre dans les images sur l'histoire de ces lieux quand même un peu, des deux montagnes. Est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu sur, oui, d'un point de vue factuel même? Alors, voilà. Factuel par rapport à l'événement qui a produit les glissements ou l'histoire? L'ensemble de l'histoire sur laquelle tu as pu enquêter, et parce que tu as dû acquérir une connaissance de certains processus. Est-ce que tu peux nous la faire partager un peu? Oui, oui. Donc, en fait, la péninsule de Quilles, comme je le disais, est un lieu où, alors je le dis dans le texte qui est juste après, où les perdants de tout type allaient se cacher, allaient se... Voilà. Il devait avoir des problèmes à Kyoto, la capitale de l'époque. Et dans ces montagnes-là, ils allaient se cacher. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a un fond mystique qui est très important et intéressant. C'est un lieu où il y a une religion spécifique. Alors déjà, pour nous, le Japon, c'est compliqué. On ne sait pas exactement le bouddhisme, le Shingon. Mais là-bas, il y a une pratique ascétique. On appelle ça le bouddhisme des montagnes. Où j'ai un trou de mémoire. Les pratiquants, c'est des yamabushi. Alors, c'est des sortes d'ascètes qui vont en haut des montagnes ou sous les cascades, qui méditent, qui font des choses assez extrêmes, en fait. Et voilà, donc c'est une sorte de syncrétisme shinto-bouddhiste, et qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Donc ça, c'est assez particulier. Une religion qui est vraiment juste dans ce lieu-là. Et alors, donc moi, la trame que j'ai suivie, c'est qu'en 2011, donc, il y a un typhon qui s'est formé et qui a occasionné tous ces glissements de terrain. Et donc moi, je me suis rendu dans tous les lieux où la terre a glissé et j'ai rencontré les gens, discuté avec les gens qui ont pu témoigner et me raconter comment on vit finalement avec l'impermanence. Parce qu'au Japon, c'est beaucoup ça. Voilà. Et donc là, par exemple, la légende de cette photographie, on le voit... Bon, le premier plan est ce qui est au milieu, c'est un pont. Donc pont suspendu sur la rivière Amano, mais je mets aussi à l'arrière-plan une pente dénuée par un glissement de terrain en septembre 2011. Et puis il y a 7 personnes qui ont perdu la vie et 4 ont été portées disparues. Voilà. Donc, j'ai des images qui sont assez, comment dire, peu spectaculaires, mais il n'empêche que dans ces endroits, il s'est passé des choses compliquées. Donc là, le fleuve que l'on voit à droite, c'est le fleuve Kumano. Donc ça, c'est l'embouchure du fleuve sur la partie est. Des cyprès. C'est-à-dire que même si on suit un sujet, on peut aussi à un moment donné, c'est ce que j'ai fait, partir hors sujet totalement. Là, c'est des cyprès qui n'ont rien à voir avec le sujet principal. Donc c'est là que j'explique un petit peu l'histoire de cette péninsule. Je ne vais pas lire parce que ça va être trop long.
Alors dans l'ouvrage alterne des images de personnes et des vues de paysages. On peut dire que tu as essayé de te mettre ça en regard. Donc ce dialogue en fait est concerté parce qu'il y a quand même toute une photographie paysagère qui s'est développée depuis une quarantaine d'années, un peu plus, qui a quand même privilégié des espaces vides de toutes figures animées. Et toi, tu établis quand même un dialogue assez net avec des personnes. C'est un choix que tu fais de manière assez marquée. Absolument, parce que ça c'est... J'ai commencé d'abord par photographier des espaces vides, parce que c'est peut-être une histoire d'école. Hein. Moi, j'ai été formé à Arles. Et je pense qu'on a été marqué en France, nos générations, un peu par notamment l'objectivité allemande, Düsseldorf. Mais il m'a semblé pas très juste de montrer simplement des espaces vides, puisque ce sont quand même des espaces où il y a des gens qui vivent, donc ça... Après, c'est toute la question, comment faire pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans l'anecdote. Est-ce qu'il faut mettre des portraits, des gens qui sont plutôt des figurants? Donc, il y a un peu les deux. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de représenter des gens que je connais, avec qui j'ai parlé, et ne pas m'en tenir à des photographies volées. Voilà. Ça me paraît pas très intéressant, et plus très intéressant de faire ça aujourd'hui en photographie, selon moi. Hein. Cela dit, par exemple, ce personnage-là, je lui ai absolument pas parlé, il passait. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans le livre, les figures humaines entrent doucement avec ces deux premières images, et eux sont véritablement des figurants. Je leur ai à peine parlé. Le personnage à droite, donc dans la légende, je donne quand même son nom, ce qu'il était en train de faire. Il était en train de préparer des plantes pour son restaurant qui est derrière lui. À gauche, c'est des propriétaires d'un restaurant, mais je leur ai à peine parlé. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est d'introduire donc la présence de personnages qui ont aussi un rôle dans toute cette histoire-là. Donc on le verra après. Voilà. En tout cas, c'est une vraie... Non, tu as raison. Au démarrage, il me semble, je n'arrivais pas à mettre des personnages du tout. Ouais. En même temps, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de personnages dans tes paysages. Non. C'est plutôt une alternance. Absolument. Et là, quand il n'y a pas de personnage, on sent qu'il était là il n'y a pas très longtemps. Oui. Il y a une présence humaine. Donc c'est évidemment pas un portrait, mais il n'empêche que c'est en quelque sorte un portrait en creux. C'est simplement un petit jardin dans la région. Et au-delà de l'agencement formel qui m'intéressait, il y a quand même plein d'éléments d'agencement qu'on ne ferait pas, nous, en France. Donc ça dit aussi la manière dont les Japonais ont de traiter les choses, c'est-à-dire qu'ils se protègent beaucoup, ils mettent des protections contre la pluie, etc., etc. Alors ça, par exemple, c'est une photographie donc, qui est assez importante dans l'exposition. Elle est assez grande. Je vais vous montrer une vue de l'exposition. Non, c'est pas... Donc, voilà. Donc ça, c'est à Lyon. Donc ça, c'est des images qui font 1,40 m dans l'espace. Donc c'est celle-là. Voilà. Et qui, quand je l'ai photographiée, je n'avais absolument pas la lecture et la signification du contenu. Et je l'ai photographiée d'une fenêtre d'hôtel en m'intéressant d'abord à cette espèce de maison dont la perspective semble décalée, comme un cube blanc. Voilà ce qui m'intéressait. Et c'est après que je me suis rendu compte que dans cette image, il y avait aussi... moi, je ne lis pas le japonais, donc j'ai appris après coup qu'il s'agit d'une entreprise de BTP, ce qui fonctionne bien avec l'ensemble du récit, mais surtout que derrière, la ligne de chemin de fer que l'on voit est une ligne qui était là pour désenclaver la péninsule, transporter les arbres de Sugi, justement, dont on parle dans le livre sans arrêt, et qui a été arrêtée en raison de la guerre dans les années 50. Voilà. Et donc au Japon, elle est assez connue. C'est une ligne de chemin, ils l'appellent la ligne de chemin de fer fantôme,
Il y a d'ailleurs un film de Naomi Kawase qui traite de ça. Parce que c'est une sorte de pointillé comme ça. À gauche, alors je parlais des Burakumines. Ah oui, autre contexte intéressant dans cette péninsule, c'est qu'il y a donc des gens qui sont cachés là-bas, mais il y a aussi une caste au Japon, ça on le sait assez peu, qui s'appelle les Burakumines, donc un peu l'équivalent des parias en Inde. Et donc ce sont véritablement des parias, ça existe toujours aujourd'hui, donc c'est assez étonnant. Et ils sont les descendants de ceux des bouchers, donc tous ceux qui étaient en lien avec la mort, le sang. Et aujourd'hui encore, ils sont discriminés. Donc ça, c'est assez fou. S'il y avait une chose que je devais retraiter au Japon, ça serait peut-être cette question-là, parce que c'est assez important et étonnant. Et donc, dans cette ville-là, c'est là que beaucoup d'entre eux habitent dans ces quartiers de cette ville. Donc, je voyais, moi, sans trop comprendre ce que je voyais, comme je vous disais, tous ces glissements de terrain qu'on va voir après, aussi comme des symptômes de l'Anthropocène. Un endroit, ici, voilà, au Japon, c'est une sorte d'étude de cas que j'ai fait, il se passe ça, des collines glissent. Et donc c'est pour ça que j'ai composé ces glissements, voilà, ces calligrammes. Exactement. Parce qu'après, on en vient à des images alors, comme celle-ci et d'autres peut-être que tu vas nous montrer, qui sont des images assez fortes quand même, hein, parce qu'en même temps, ça apparaît comme des symptômes des glissements de terrain et des installations donc, en béton qui ont été faites pour retenir les montagnes. Donc à la fois, on a une réflexion justement sur la place que les hommes prennent dans le paysage, la manière dont ils le modifient de manière quand même assez imposante. Et dans le même temps, ce sont quand même des installations qui ont une certaine séduction. Dans une certaine mesure, c'est assez beau. Enfin, tu as peut-être d'autres images qui l'illustrent encore mieux que ça. Il y a une certaine beauté de ces formes, alors, qui paradoxalement sont des espèces d'entailles ou de cicatrices presque au pansement, en fait. Oui, c'est abominable. Et dans le même temps, ça fait presque penser à certaines œuvres du Lindart. Ce sont des formes très séduisantes en même temps. Oui, tout à fait. Ouais, donc, comment tu gères cette ambivalence finalement? Voilà, c'est une forme de séduction-répulsion. Il y a une séduction-répulsion parce qu'en fait, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, mais certainement, il y a une manière japonaise de traiter le paysage, parce que nous, on ferait jamais ça. Nous, on ferait un mur, on mettrait des grillages, ça se fait beaucoup dans les Alpes. Et j'ai posé la question, vraiment, c'est une question qui m'intéressait. Je me disais, mais certainement, c'est hérité de leur manière de... Au Japon, on emballe, on prend soin, on protège, que ce soit le jardin ou dans tous les domaines, on traite les choses d'une manière très comme ça, à la fois de maîtrise et de protection. Et je me disais, il y a une manière japonaise. Donc ça, c'est une question que j'ai posée aux ingénieurs, même au ministère, et ils n'ont pas compris ma question. Pour eux, c'est absolument pas la question. Il n'y a pas de... J'aurais même demandé s'il y avait une volonté esthétique. Et ils ne comprenaient absolument pas ce que je demandais. Pour eux, c'est fonctionnel. Comment c'est fait, ça, concrètement? C'est du béton? C'est du béton. Alors, il y a plusieurs manières, mais là, par exemple, ces deux-là, c'est des grands câbles qu'ils accrochent en haut, qui font pendre. Et ensuite, c'est comme s'ils faisaient une sorte de tressage, de trame, et après, ils coulent du béton par-dessus, ils font des coffrages. Les verticales sont liées à des cordages? Oui. Non. Oui, les verticales sont liées à des cordages qui pendent du haut. Et là, dans ces deux structures-là, oui. Après, ce que l'on voit, c'est des petits points, c'est vaguement pour permettre à l'eau de passer, des évacuations d'eau. Parce qu'au Japon, la question de l'eau, elle est permanente. Hein. Il pleut tout le temps, c'est un climat semi-tropical, il pleut tout le temps. Donc, je veux dire, il y a les périodes de typhon, la pluie est très, très, très forte. Donc,
la question de l'eau et du flux est très importante au Japon. Mais là, quand on voit ça, on se dit qu'il y a très certainement un contresens culturel. C'est-à-dire qu'ils ont un terme pour décrire le flux, ils appellent ça nagare. Et là, nous, on vient mettre des sortes de cataplasmes dans les montagnes pour arrêter les choses. Et de la même manière, le long de la côte est du Japon, ils sont en train de construire un énorme mur anti-tsunami. Alors, pas sur toute la longueur, mais sur des kilomètres et des kilomètres, sur des hauteurs de 10 mètres de haut. Donc, en fait, les riverains, les paysans, etc., ne voient plus la mer du tout. C'est assez hallucinant. Donc, c'est la même chose. C'est... à un moment donné, c'est une forme de contresens culturel, c'est-à-dire empêcher le flux, puisque la mer, on le sait, vient nourrir avec son eau la terre pour les paysans, et de la même manière, l'eau qui ruisselle des montagnes vient nourrir. Donc là, on est dans une forme d'arrêt, comme ça, autoritaire. Donc ils ont quand même pensé à faire évacuer un peu l'eau, mais tout ça paraît très dérisoire, en fait, quand on est en dessous. Là, c'est juste pour protéger une petite maison, une petite route de campagne. Et les quantités de béton, en plus, utilisées pour faire ça, sont juste proprement hallucinantes. Sachant que le béton, c'est aussi une catastrophe écologique liée à l'extraction du sable. Et ce sont des installations qui ont été faites il y a combien de temps? Juste, alors, depuis 2011 et jusqu'à maintenant. Ils continuent à faire le même type de... Ils continuent et ils ne sont pas prêts de s'arrêter de toute façon, parce que c'est véritablement... Il y a encore beaucoup de sites dits dangereux, répertoriés au Japon, qu'ils vont bétonner. Et de la même manière, ils bétonnent aussi beaucoup les volcans. Ça, c'est assez fou. C'est-à-dire que la lave ne coule plus sur la terre, mais sur du béton, avec des canaux qui dirigent la lave. Alors, je vais dire une bêtise, moi, j'y connais rien, mais parce que les montagnes glissent aussi chez nous, quoi. Est-ce que c'est particulièrement... est-ce que les sols sont particulièrement meubles là-bas, ou c'est l'humidité, c'est la tu parlais de sylviculture tout à l'heure? Oui, en fait, voilà la chose que j'ai comprise en travaillant, en enquêtant, c'est que ça glisse. Pourquoi? Parce que les pentes sont déjà très raides au Japon. Deuxièmement, le changement climatique fait que les pluies sont absolument diluviennes, et donc ça n'existait pas avant. Et surtout, c'est que tous les arbres que l'on voit là sont plantés par l'homme, et donc ces sugis ont des racines très peu profondes, de quelques dizaines de centimètres. Donc évidemment, ça ne retient pas, donc c'est une vraie catastrophe écologique locale. Les arbres d'origine avaient des racines profondes, et surtout, une forêt, c'est un mélange. Donc là, on est dans une forme de fragilité qui est due à la monoculture et qui fait que la terre glisse. Ça vient surtout du couvert, en fait, des arbres, des types d'arbres. Si tu veux. Alors, on est devant un constat atterré devant la catastrophe ou devant un plaisir trouvé, un spectacle extraordinaire? Oui, mais c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, parce que moi, en tant qu'artiste, photographe, c'est vrai que pour moi, j'y vois aussi une forme de combinatoire, et c'est ça qui m'a intéressé. Et tu parlais de land art, on voit comment les espaces sont combinés, mais tout ça a une fonction. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé encore une fois aux ingénieurs, ils me disent, alors en haut c'est pour drainer, là c'est du béton projeté, ensuite là c'est des bambous, et là c'est des blocs pour je ne sais plus quoi, pour retenir cette partie. Enfin, voilà, tout a une fonction. Et voilà. Donc, mais ce que tu dis est important et intéressant. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est important de faire, en photographie, en tout cas pour moi, c'est être à la fois dans la contemplation. Et donc, quand on fait une exposition, c'est la même chose. C'est-à-dire, mes images ont des formats assez généreux. Donc, on appelle ça la forme tableau, peut-être. Donc, on peut entrer dans une forme de contemplation, d'empathie, et en même temps de la compréhension. C'est pour ça que ça me paraît important d'articuler des images tableaux et des documents, des images tableaux et de l'information et des données, et pas s'en tenir simplement à une exposition de grandes photographies comme ça, très plastiques. Même chose pour le livre. Je regarde s'il y avait des choses à dire sur les images d'avant. Peut-être. Bon, là, j'ai travaillé avec une chercheuse à Lyon
à l'université Lumière, qui a travaillé, qui, elle, bosse particulièrement sur ces histoires de béton au Japon. Et donc là, les tétrapodes, pour elle, sont aussi une manière symbolique pour les Japonais de dire de ce côté, il y a la société, on vous protège, et de l'autre côté, il y a la nature et le danger. Voilà. Et donc que ce soit le mur anti-tsunami ou ici, ces tétrapodes qu'on voit partout au Japon, c'est aussi une limite symbolique qui rassure. Voilà. Alors là, c'est par exemple typiquement l'histoire d'un montage qui peut exister dans une exposition. Je ne l'ai pas rejoué dans l'expo, mais là dans le livre, c'est faire une rupture d'échelle, c'est-à-dire ce qui est petit, je l'ai mis en grand, et ce qui est plutôt assez grand, je l'ai mis en petit. Et dans les deux cas, il s'agit d'éléments de protection. Voilà. Sauf qu'à gauche, on est dans un bricolage à l'échelle individuelle, et à droite, dans quelque chose de l'ordre des grands travaux. Et alors, quelles sont les réactions des habitants par rapport à ces installations? Est-ce qu'ils trouvent que c'est bien parce que c'est efficace? Est-ce qu'ils sont critiques? Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont assez peu critiques dans l'ensemble, et ils trouvent que c'est bien parce que ça les protège. Voilà. Et donc, peu importe que ça soit moche, mais c'est la même chose, je dirais, le littoral sur les côtes japonaises sont malheureusement pas très belles parce qu'il y a encore une fois beaucoup de béton. Et pour eux, c'est pas très grave, ils ne le voient plus en fait, ils ne le voient pas. Pour eux, la priorité étant la protection, parce que le risque est permanent, il faut le dire. Ils ont l'habitude, c'est pour ça à la fin du livre, j'ai mis cette représentation ancienne d'un poisson-chat qui représente la Terre et qui représente le Japon. Et donc le Japon serait sur le dos d'un poisson-chat qui s'agite de temps en temps. Ils ont l'habitude de vivre avec l'idée du risque en permanence. Que ce soit le risque, surtout le risque sismique. Hein, voilà. Donc pour eux, la question de la priorité, c'est la gestion du risque. Et donc ils sont assez peu critiques. Et donc moi j'ai rencontré quand même des gens qui étaient dans une forme de résistance et de combat. C'est ce qui arrive après un peu plus loin dans le livre. C'est que j'ai voulu aussi faire entrer deux biographies. C'est-à-dire que dans cette péninsule, au XIXe siècle, il y a eu un pionnier de l'écologie qui s'appelle Minakata Kumaguzu, qu'on considère aujourd'hui comme le premier écologiste, japonais en tout cas, mais à l'ère de la naissance des premiers combats écologistes. Donc au Japon, il est assez peu connu en France, mais au Japon, il est évidemment très, très connu. Et je me suis rendu aux archives pour photographier, je vous montrerai après. Donc ça, par exemple, ce sont des moules et moulages qui permettent de faire ces grandes structures de béton le long de la rive du fleuve. Donc là, à droite, il y a une église baptiste. Ça, c'est pour parler du fond historique et religieux. En fait, il s'agissait de grands rouleaux que les moines déroulaient pour vanter un peu le caractère sacré de la péninsule. Ils prêchaient, en fait. Ils se promenaient avec ces grands rouleaux. Là, ça a une autre forme que les autres. Enfin, c'est pas les mêmes structures. C'est une autre technique ? C'est une autre technique. C'est une sorte de béton qui est déposé d'en haut et projeté. En fait, ils viennent carrément recouvrir. On ne voit pas très bien, hein, mais c'est pas grave. Ils viennent recouvrir. On voit que les arbres sont même recouverts et pris dans le béton. Et c'est assez démesuré, là. On ne se rend pas tellement compte, mais c'est très, très grand, ça, à gauche. Je ne lis pas le texte, mais en gros, là, c'est un des premiers textes où véritablement je prends la parole à la première personne, c'est commenté à la première personne et où j'explique mon lien avec le zen. Et donc pour vous redire ce que je disais tout à l'heure, le fait que tout ça, c'est aussi une forme de parcours
et de paysages mentaux. Alors là, celle-ci est assez intéressante pour comprendre comment ça marche. On a en bas une rizière et donc les habitations. En haut, c'est la montagne inhabitable. Et au milieu, en fait, l'espace de transition au Japon, ils ont un nom pour décrire cet espace. Ils appellent ça le Satoyama. C'est l'espace de transition et de rencontre entre l'inhabitable des montagnes et la plaine cultivée et habitée. Et donc, c'est un lieu de rencontre des dieux et des hommes et qui est préservé un peu pour le caractère sacré. Il y a d'ailleurs des portails shinto en général pour passer, rentrer ensuite dans la forêt. Et il s'avère que c'est à ces endroits, puisque c'est le bas des pentes, que la terre glisse et qu'on bétonne. Et dans certains lieux que tu as photographiés, la désagrégation tenait aussi à l'extraction minière. Alors ça, c'est la deuxième partie. Voilà, c'est la deuxième partie, oui, d'accord. Ouais. On y est presque, et oui. Juste là, c'est pour parler donc de cet écologiste qui... Donc je passe le texte, mais je dis en gros que j'avais été invité par un chercheur à un colloque autour de cette figure de l'écologie japonaise, Minakata Kumaguzu, qui avait réussi, donc ce même chercheur du 19e, à préserver et qui luttait déjà à cette époque-là contre la déforestation. Et là, cette petite île à gauche, qui est tout au bas de la péninsule, est aujourd'hui classée monument historique. C'est une forêt primaire, en fait. Ils appellent ça une forêt... il y a un nom, j'ai oublié. Peu importe. Et à droite, c'est un dessin qu'il avait fait en répertoriant tous les arbres un à un de la petite île. Alors à droite, par exemple, cette photographie est le document d'un enregistrement sonore que j'ai fait. La première chose qui m'intéressait, c'était de recueillir une parole de terrain pour ensuite l'injecter soit directement, mais il s'avère que je n'ai pas procédé comme ça, puisque c'est plutôt une sorte de paraphrase que je fais. Et dans l'exposition, il y a une vidéo où on voit cette femme qui explique que 2 fois, elle a perdu sa maison parce que les montagnes ont glissé. Et voilà. Voilà. Donc là, on arrive à la deuxième partie, donc, qui est cette immense pollution. Donc là, on voit une rivière qui s'appelle la Watarase, qui est une... Alors, tout en bas de l'image, ce sont les anciennes mines. Donc ça, c'est une photographie aérienne qui date un petit peu, mais qui est assez récente. Et ce qu'on peut voir aussi, voilà, pas évident, on voit qu'en fait, toutes les montagnes sont encore pelées aujourd'hui. Elle a quelques dizaines d'années, cette photo, mais aujourd'hui, c'est la même chose. Et donc les fumées des fonderies que l'on voit sur le bas de l'image avaient absolument tout intoxiqué. Il n'y avait plus un arbre dans ces montagnes. Et surtout, en aval, la rivière a pollué, en drainant tous les produits toxiques de la mine de cuivre, a pollué plusieurs départements et donc a condamné l'activité de centaines d'agriculteurs locaux. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, je fais le résumé, c'est qu'a émergé aussi une autre figure de l'écologie, au même moment que dans le premier territoire, c'est ça qui est intéressant, et qui s'appelle Shozo Tanaka, et qui, lui, a lutté auprès des paysans pour porter leur parole auprès du gouvernement de l'époque, pour résister. Et il a même construit une hutte auprès de eux, parce que le gouvernement avait prévu, pour régler la question, de faire un grand bassin de rétention des eaux polluées, mais à la place d'un village. Et donc, lui, il est resté, en gros, c'est presque la première ZAD
du Japon. Et il est resté avec les habitants jusqu'au dernier moment. Et bon, le village, bien entendu, a été immergé. Parce qu'en fait, si le gouvernement ne faisait pas ça, d'après eux, les eaux polluées allaient descendre jusqu'à Tokyo. Donc il valait mieux condamner un village que... Donc ça, à droite, ce sont les anciennes fonderies, Furukawa, donc qui existent toujours, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'activité d'extraction, c'est juste du retraitement de cuivre qui est importé, qui arrive ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, cette mine était véritablement un village, une ville-usine, en fait, hein, et qui était très importante à l'époque de la... Parce que le cuivre permettait de construire les balles et les munitions de la guerre sino-japonaise. Donc c'était un métal extrêmement stratégique. Et Ashio était la plus grosse production de cuivre du Japon. Alors ce que j'explique dans le texte de gauche, c'est pour refaire le pont avec le début du travail, c'est qu'en 2011, au même moment où il y a eu Fukushima et les glissements de terrain à Kumano, l'onde de choc de Fukushima, enfin du séisme, a fait s'écrouler des stockages de tous les anciens résidus miniers. Donc 2011, c'est tombé à nouveau et a repollué cette rivière. Et donc ce qu'on voit à droite, l'immense mur que l'on voit à droite, c'est en fait le stockage des résidus miniers du siècle dernier. Normalement, c'est pas jaune. Hein. Alors voilà une image qui aussi, pour moi, est importante et qui dans l'exposition... Alors je vais vous montrer comment on a... Peut-être on peut parler un... Il faut arrêter à quelle heure? Tu peux continuer encore un peu, on se donne encore un quart d'heure peut-être, et puis après on laissera la parole d'accord. Aux gens qui sont là. Alors je montre... quand même... Oui, voilà. Alors, dans l'exposition, on pourra peut-être refaire un petit tour dessus après. Voilà, elle est... vous voyez, j'ai voulu la mettre en regard, comme dans le livre, hein, pas très loin de cette pierre de cuivre trouvée à Ashio. Elle fait même chose, c'est un format assez important. Et ce qu'on a pensé... en montant l'exposition, moi j'ai voulu inviter aussi une artiste qui est une sculpteur qui s'appelle Rachel Poignant et qui fait un travail assez beau, mais très beau, pardon, et que j'ai découvert au fur et à mesure de mon travail et qui vraiment m'a fasciné. Vous verrez pourquoi, parce que il y a des rapports d'analogie et de contact qui sont assez étonnants entre mes photographies et son travail de sculpture. Alors là, tout à l'heure, je parlais des personnages qui ne doivent pas plus, pour moi, être simplement des personnes que j'aurais aperçues et des figurants. Donc, au milieu, c'est la personne qui s'occupe de conserver cette mémoire et de transmettre cette mémoire de la pollution. Et en fait, ce que l'on voit, c'est une sorte de monument bricolé par ces deux personnes à la mémoire des événements de la grande pollution et du combat de Shozo Tanaka. Je ne comprends pas. La personne qui s'attelle à transmettre, c'est-à-dire que le personnage en blanc, disons que là... C'est la fonction qui s'est donnée? Oui, il est en retraite, et il a monté une sorte de musée. D'accord. Enfin, pas une sorte de musée, hein, le musée Shozo Tanaka, dans lequel il y a plein de documents et il transmet cette histoire. D'accord. Ouais. Là, on voit au loin les montagnes d'Ashio, la rivière qui a été polluée à l'époque, très certainement elle ne l'est plus aujourd'hui, je pense. C'est le même personnage dans son petit musée et qui, au fond de la cour, a bricolé une sorte de jardin zen à la japonaise, mais qui montre les... À droite, je ne sais pas si on voit, les petits panneaux, ce sont les différents lieux. Il a reconstitué en fait le paysage et la rivière.
Et le commentaire est assez intéressant. Le commentaire donc il y a 3 personnes ont participé à un dialogue, pas un dialogue, un entretien à 3. Jean-François Chevrier à nouveau, donc qui est historien de l'art, Jean-Christophe Valmalette qui est physicien, qui connaît très très bien le Japon et qui est le seul à avoir écrit un livre en français sur Minakata Komaguzu, le pionnier de l'écologie dont je vous parlais. Et la 3e personne, c'est un philosophe japonais absolument passionnant. C'est d'ailleurs le traducteur de Michel Foucault en japonais et qui, là, fait le commentaire assez intéressant en disant que on est proche d'une pratique japonaise de la thérapeutique. Je ne me rappelle plus du nom, c'est pourtant très connu, mais hérité du jeu de sable jungien et qui fait que on présente aux patients des choses en miniature pour qu'ils viennent rejouer leur traumatisme. Et donc là, c'est la même chose, d'après lui, sa lecture est celle-ci, ce sont les lieux des traumatismes qui sont montrés par ce personnage. À gauche, le chemin qu'empruntait Shozo Tanaka juste avant sa mort. Ça, ce sont les rizières anciennement polluées, qui d'ailleurs sont encore un peu polluées, parce que je me suis approché et on voit que le riz pousse quand même avec difficulté. Là, c'est le même endroit à gauche, mais j'ai voulu montrer ce tournesol, parce que les tournesols, on sait qu'il a une fonction de phytoremédiation, c'est-à-dire qu'il nettoie comme les roseaux les terres abîmées, polluées. Donc ça, c'est le fameux village immergé. Là, les paysans se réunissaient avec Shozo Tanaka dans un temple zen. Et là, on est donc sur les lieux. Donc c'était un QG. Le QG est vraiment des résistants qui allaient ensuite marcher jusqu'à Tokyo. On appelait ça des marches jusqu'à Tokyo pour protester. Et Shozo Tanaka est mort. Et sur cette photo-là, on voit, en fait, c'est le lendemain de sa mort. Il est en train de me montrer cette photo. Et au centre, on voit absolument pas, il y a une petite plante qui symbolise Shozo Tanaka. Et cette plante, c'est celle qui est ici. Voilà. Là, on est juste avant le grand bassin de rétention et on voit ici le début des travaux. Il faut savoir que ce grand bassin de rétention, c'était au même moment que le canal du Panama et ça a coûté plus cher en termes de coût de fabrication. Ça, c'est le lieu où les manifestants qui marchaient jusqu'à Tokyo se sont fait arrêter par la police et certains sont morts. Donc, est-ce que tu dirais que c'est un récit oui, absolument, ça prend la forme d'un récit. Peut-être davantage dans cette partie que dans la précédente. Un récit et un récit avec des personnages un peu fantômes, mais oui. Alors que dans d'autres, on a des images qui sont plus des images du présent. Là, on est plutôt dans une mémoire et encore plus dans un récit. Et ce récit, donc, c'est un peu au lecteur de le reconstituer à sa guise, ou tu lui en donnes quelques jalons. Comment distilles-tu ces jalons, justement, pour que le lecteur en ait à la fois suffisamment et puis pas trop quand même. Comment tu établis cette économie, finalement? J'imagine que tu réfléchis à cela. Complètement. Les textes que j'ai écrits normalement donnent des clés sur des éléments de compréhension. Si on se réfère aux légendes, c'est une autre entrée. Et enfin, on peut passer par la discussion. Donc la discussion entre les 3 personnages dans le livre. Ouais. Donc en fait, ces 3 formes de texte nous éclairent sur le contexte et sur l'histoire qu'on ne pourrait pas comprendre si on s'en tenait qu'aux photographies. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est la première fois que je fais un travail et où je me suis dit là, s'il n'y a pas un sous-texte à un moment donné, on ne pourra pas comprendre.
On va passer à côté de, Oui. de beaucoup de choses. Oui, mais dans le même temps, on n'est pas devant des textes, comment dire, qui seraient cursifs et didactiques et qui donneraient comme ça une sorte de contenu de ce que tu en penses, par exemple. Ah, c'est une autre option qui est la tienne, où tu laisses finalement une sorte de marge de manœuvre consciente entre ces différents éléments. Et donc, c'est vrai qu'il y a un dosage à trouver entre le trop peu ou le trop. Absolument. Et donc ça, c'est pas si facile à trouver parce que toi, tu as plus d'informations que n'en a le lecteur sur ces endroits-là. Bien sûr. Donc il faut que tu te mettes à sa place. Comment fais-tu? Tout au début, les textes étaient très courts. Donc ça s'apparentait quand même plutôt à des indications très laconiques comme ça et poétiques. Et il m'a semblé important quand même d'agrandir ces textes et de donner plus d'informations. Et en effet, il a fallu faire attention à ne pas déborder, parce qu'après, c'est illisible. Et puis, je ne suis pas chercheur. Donc à un moment donné, ma place, c'est celle de la place d'un artiste qui donne simplement des éléments de compréhension que j'ai trouvés sur place après... entre mes séjours, mais je n'ai pas fait une recherche sur ce territoire-là, je veux dire au sens universitaire du terme, et je pense que on ne peut pas réduire donc le travail à une recherche aussi, c'est-à-dire que ça serait dans ce cas-là une recherche un peu pauvre, et donc c'est pour ça que le dosage c'est une vraie question. Et donc justement un travail comme ça qui a une dimension quand même cognitive importante. Tu dis que tu as enquêté, tu as pris connaissance quand même de beaucoup de choses. Comment tu le situes par rapport à un travail qui serait un travail de chercheur? Je ne sais pas s'il y a une... Enfin, les deux se respectent, il s'agit de deux démarches différentes. Donc comment tu situes ces choses-là les unes par rapport aux autres quelles sont les... Je dirais oui, les différences ou les avantages disons que moi, je n'ai pas les outils du chercheur. J'ai vaguement été à la fac, mais ce n'est pas ma formation. Et puis, ce n'est pas ma place. Donc, je me suis prêté un peu à cet exercice-là. J'ai beaucoup parlé avec des chercheurs, par exemple, dans ce texte-là. Je parle de Cyrian Pitelou, qui a fait une thèse sur Accio, mais c'est sur donc, cette histoire d'Accio. Mais c'est proprement... énorme ce qu'il a fait. Il va sortir un livre. Donc moi, j'étais obligé de synthétiser et en même temps aussi de rester sur un mode, de tenter d'être sur un mode poétique. C'est-à-dire que les textes, à la limite, sont comme des équivalents à certaines photographies. Mais bon, ça procède finalement un peu de la même méthode, mais en moins développée. Je fais des recherches au fond, avec de la documentation, des rencontres sur le terrain. Ça me paraît important, de ne pas s'en tenir à simplement Internet ou des livres. Et c'est-à-dire que dans les textes, j'ai essayé, par la paraphrase, aussi d'intégrer une parole de terrain, qui me paraît très importante. C'est-à-dire que je cite... des gens qui peuvent parler d'écologie, mais je mets à la même importance ce que m'a raconté cette femme. Voilà. Je te laisse peut-être conclure et puis on laissera s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un peu un échange. Alors ça, on est presque à la fin. Ça, c'est une photographie, la seule qui n'est pas de moi, et qui est justement celle d'un chercheur qui a travaillé sur Accio, un Américain. Et là, on voit bien, et moi, quand j'y étais, j'ai pas réussi les conditions n'étaient pas les bonnes pour véritablement voir comment les activistes et bénévoles à Accio replantent les montagnes et les forêts, une à une, arbre par arbre et plante par plante, pour recréer, pour essayer de reboiser ces montagnes. Donc ce sont les personnages que j'ai rencontrés à partir de là. Là, par exemple, je suis sur une passerelle. On voit
ici. Donc, ce sont des passerelles qui sont montées sur les flancs. Et la végétation qu'on voit ici a été plantée, comme un jardin. Là, par exemple, cette espèce de ce qui semble être une prairie, mais avec un volume, dessous, c'est un monticule de déchets qui a été recouvert. Voilà, donc là on arrive à la fin. Donc ça c'est simplement la dernière image qui est une manifestation contre la reprise du nucléaire et de la remilitarisation du Japon. Voilà. Donc là c'est la discussion. Okay. Voilà, je vous laisse peut-être la parole. Enfin moi j'aurais des questions s'il n'y en a pas d'autres. J'en ai en réserve, mais oui. Ah d'accord, bon, on allait vous donner le micro hein, pour vous enregistrer. Au revoir. Oui, Il y a vraiment un micro, j'ai cru que c'était une blague. Il y a vraiment un micro, c'est pour l'enregistrement. D'accord. Donc parlez bien dedans. J'aimerais entendre un peu plus sur les débuts de votre projet. Vous avez dit que c'est quelque chose qui s'est développé en travaillant, mais vous saviez déjà à la base que vous vouliez faire un travail au Japon et vous avez trouvé le sujet en explorant l'île, ou ça s'est passé comment? Alors, je me suis rendu dans cette péninsule volontairement, mais simplement avec l'idée de trouver un paysage naturel. Et je suis tombé sur cette première photographie que j'ai montrée tout à l'heure, là. Donc ça, c'est en 2015. Et bon, je vais la montrer. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, j'arrive donc à Kumano, plutôt en mode repérage, vacances au Japon, et je tombe sur cette grande structure de béton. Et je fais cette image et la toute première qui est aussi un affleurement comme ça de béton. Et donc de retour, non, je dis une bêtise. On est en 2015 et là je me dis il y a quelque chose d'intéressant à faire. Comment je vais pouvoir développer ça? Parce que pour travailler en tant qu'artiste, il faut du temps. Il faut absolument du temps. Et donc je vais à Kyoto et je rencontre le directeur de la Villa Kujoyama de l'époque en lui disant bon voilà, j'aimerais continuer à travailler au Japon. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment faut-il faire pour postuler, etc. Il me dit, ça tombe bien. Enfin, il me dit, vous devriez, je vous conseille de postuler en duo avec un Japonais. Ça tombe bien, il est à Kyoto en ce moment. Il s'appelle Tadashi Ono. Voilà son téléphone. Je l'appelle. Il s'avère que Tadashi Ono, c'est quelqu'un que je connaissais puisqu'il a fait les mêmes études que moi à Arles. Et on se rencontre et je lui explique le projet et je me dis... Ok, présentons ensemble la villa. Donc on y va en 2017. Et donc là, pendant 3 mois, on a pu travailler. Alors lui partant sur la côte, photographier son mur, et moi dans les montagnes, photographiant mes... Mais quand je dis que ça s'est fait au fur et à mesure, c'est vrai que les premières semaines, même le premier mois à la Villa Kujoyama, alors j'étais rentré et accepté pour travailler parce que j'avais quand même formulé un projet en disant que j'allais travailler sur le paysage contemporain du Japon, notamment, et les glissements de terrain, mais sans savoir véritablement de quoi il s'agissait. Donc ça se passe d'ailleurs souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il faut formuler un projet et puis ensuite on affine sur place. C'est ce qui s'est passé et voilà. Merci. Je me demandais si le travail avait été montré là-bas, parce qu'en fait c'est une sorte de travail de mémoire un peu, surtout pour la deuxième partie. Ouais. Je me demandais est-ce qu'elle nous regarde vraiment cette mémoire, nous en France Non, c'est une bonne question, parce qu'en fait, autant le travail que Tadashi que le mien n'est pas reçu en fait au Japon.
et n'est pas c'est pas compris, mais en tout cas n'intéresse pas. Pourquoi? J'en sais rien. Non, Mais, non, mais ouais, c'est étonnant. Et alors, moi, alors lui, il a exposé dans le cadre d'un festival qui s'appelle Kyotographie, qui est un gros festival. Mais il m'a dit, les journalistes japonais ne me posaient aucune question et rien n'a été relayé, alors que en France, au même moment, il avait des articles dans les Inrocks, dans tout ce qu'il faut, quoi. Et là-bas, absolument pas. Et les journalistes poliment regardaient, et les spectateurs regardaient poliment, mais ne réagissaient pas beaucoup plus que ça. C'est le sujet qui ne leur paraît pas oui, je pense. photographiable. Enfin, oui, je pense qu'à la fois, ils ne comprennent pas tellement comment on peut montrer ces choses qu'ils voient tous les jours et dont ils ont l'habitude et ils ne perçoivent pas la dimension esthétique. Et par ailleurs, c'est quand même un portrait du Japon qui n'est pas très complaisant. Et je pense que le Japon alimente une sorte d'imagerie comme ça, et qui est véhiculée par certains dans les différents pays. Nous, en France, on a quelqu'un qui est très intéressant, mais qui s'appelle Augustin Berck, et qui écrit des choses très intéressantes, mais qui aussi est le relais de ce fantasme, en fait, d'un Japon comme ça, très proche de la nature. En communion avec la nature, alors lui, il parle de notions anciennes, c'est passionnant, mais c'est malheureusement pas que ça, et la preuve, voilà. Oui, tu as raison. Et donc je pense que ça vient de là. Et par exemple, là, c'est étonnant, je vais montrer ce travail au consulat du Japon. Alors, je leur ai montré les plus belles photos, hein, en présentant le travail, mais je suis assez étonné que le consul du Japon veuille montrer ça, mais au fond, peut-être que je me dis que c'est une manière pour eux de montrer qu'on peut aussi entrer dans une critique. Mais en tout cas, sur place, là-bas, absolument aucun retour. Hein, rien. Moi, j'ai exposé à Kyoto, j'ai vaguement eu quelques commentaires, mais après, on a cherché des lieux, mais personne ne veut montrer ça. D'autres questions? Est-ce que vous avez constaté des usages autres que de protection de ces installations? Est-ce que des gens s'amusent à grimper dessus, ou est-ce que c'est un caractère un peu sacré? Est-ce que des gens ont pu graffer sur ces immenses structures de béton très photogéniques, ou ça reste le béton et on n'y touche pas? En fait, non, je dirais, c'est un peu la suite de la première réponse. Les Japonais, d'une certaine manière, sont très suivent les recommandations et ne vont pas aller graffer nulle part déjà, à part à Tokyo, oui. Et ni monter sur les. Non, je pense pas. Donc non. Enfin, les ouvrages que j'ai vus ne servent qu'à protéger. Hein. Ouais. Oh, ça ferait des bons rochers d'escalade. Hein. Oui. Oui, absolument. Oui. Mais non. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ces montagnes, j'ai constaté quand même que... Alors, c'est beaucoup des retraités qui vivent là-bas, donc faire de l'escalade, c'est pas évident. Mais parce que le Japon est un pays très très vieillissant, et les campagnes, les villages sont totalement abandonnés par les jeunes. Hein. Donc même les entre guillemets activistes que j'ai rencontrés, c'est plutôt des personnes âgées en fait. Hein. Et les jeunes sont dans les villes. Donc c'est un vrai problème, d'ailleurs. Parce que les campagnes sont totalement abandonnées. Ouais. Ouais. Alors moi, j'ai eu l'occasion de voir des tirages à Paris Photo. Et c'est vrai que c'est des images qui gagnent, enfin elles sont belles, enfin en grand format. Et alors je trouve que dans ton travail, il y a une sorte de tension
entre la revendication du livre et d'un dispositif qui est bâti à partir de la combinatoire de photographies, de textes, de documents, etc. Dans une certaine mesure qui peut faire penser à certains travaux de Gilles Saussier aussi, enfin, qui revendique le documentaire expérimental, d'ailleurs, il emploie, je crois, un terme de ce type. Donc, tension entre ce dispositif-là et la forme tableau qui ne te déplaît pas. Et donc, voilà, alors qu'on pourrait penser, enfin je ne sais pas si je pose mal le problème, mais qu'il s'agit de deux options qui ne sont quand même pas complètement congruentes, enfin, en tout cas qui ont connu des appréciations et des revers variables dans l'histoire de la photographie sur une période récente. Alors comment penses-tu cette tension? Est-ce qu'il faut parler de tension voilà. Non, moi je trouve que c'est le terme, c'est exactement ça. Je pense que la photographie tableau, ça a mal été compris, il me semble, par beaucoup, et ça a produit beaucoup de choses difficiles à regarder aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on agrandit, les gens ont compris cette notion de Chevrier qu'il a appelée dans les années, fin des années 80 ou 90, je ne sais plus, la forme tableau. Ça venait un peu contredire la photographie qui se montrait à l'époque et qui était plutôt d'un format petit et qui circulait. Et lui, il décrivait une photographie qui prenait place au mur et qui se référait parfois en termes de thématique à la peinture, mais pas seulement. C'était la question du format et de la composition. C'est deux choses-là. C'est dès les années 83 que quelqu'un comme Michel Nurizzani, par exemple, expose... il y a une grande exposition qui s'appelle « Ils se disent peintres, ils se disent photographes », 83, au Musée d'Art Moderne. Voilà. Et il dit il faut que la photographie tienne au mur. Une photographie qui est en petit format, elle ne tient pas au mur. Voilà. Ce sont ces termes. Absolument. Chevrier est venu après. Oui, non, mais t'as raison. Mais du coup, je pense que beaucoup de photographes ont juste compris la chose très simple, c'est il faut agrandir. Et donc, aujourd'hui, on voit des très grands formats comme ça, de photographies qui veulent rivaliser avec la peinture classique, ou je ne sais pas, enfin en tout cas, qui sont juste des sortes d'agrandissements. Et moi, j'ai eu cette tentation. La photographie, la forme tableau, le grand format au mur m'intéresse beaucoup parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir rentrer dans une image, la lire en quelque sorte, avoir un rapport physique avec ce que l'on voit. Et puis parfois, une photographie demande à être petite, on est plutôt du côté de la miniature. Donc là, il y a déjà une première tension dans un accrochage. J'aime bien cette idée, c'est ce que je montrais tout à l'heure, d'avoir un petit format, un grand, peu importe. En tout cas, chaque image a son format en quelque sorte, qui lui va le mieux par rapport à ce qu'il doit dire. Et alors l'autre tension qui se produit avec le document, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que une photographie peut être une photo tableau et en même temps, elle peut contenir du document. Et les deux, véritablement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le document dans la forme tableau. Voilà. Alors après, j'aurais pu faire simplement de grandes photographies, mais ce que j'avais envie de jouer dans le livre et dans les expositions, c'est ce rapport du document aussi, avec une sorte de fascination pour le document, c'est-à-dire la pauvreté parfois du support, et le grand format qui cohabite. Là, par exemple, au bleu du ciel, donc j'ai eu l'idée comme ça de montrer un peu sur le mode de la photographie des années 60, conceptuelle, qui est très très simple. À gauche, c'est tous les documents, enfin 7 documents, on ne voit pas tout le mur. À droite, c'est un grand dos bleu, c'est-à-dire une photographie collée au mur, mais avec un papier affiche. Donc c'est un document, mais agrandi. Voilà. Et là, pour le coup, on a fait coexister des images documents qui sont ici et qui commencent même à prendre une forme d'objet, parce que j'aime bien cette dimension de l'objet, et puis des grandes photos tableaux.
Et voilà. Et alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Rachel, non, Rachel, j'ai même pas photographié. Les photos sont assez mauvaises ici. En tout cas, dans l'espace, à plusieurs endroits, on a des relations comme ça qui se créent, d'analogie entre ces sculptures et les photos. Et là, par exemple, c'était assez évident. C'est cette forme qui représente rien, puisqu'elle a une pratique de sculpture qui est une pratique d'atelier. C'est vraiment un processus tous les jours. Elle moule des formes. Enfin, elle a des moules et elle en fait des tirages. D'ailleurs, elle a le même vocabulaire que pourrait avoir un photographe. Et pour moi, ça évoque une île, véritablement, ou alors la forme du bassin de rétention qui figure sur le socle, que l'on voit en blanc. Donc des rapports d'analogie. Et que penses-tu de la forme documentaire que développe quelqu'un comme Gilles Saussier, justement? Alors, moi, je trouve que c'est un travail très intéressant, Gilles Saussier, vraiment. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il fait, non? Ouais. Très intéressant. Je cherche le tableau de chasse, c'est un de ses derniers livres, et puis Spolia. Spolia, voilà. Moi, alors juste, je dirais une chose. Je trouve ça très intéressant. C'est quelqu'un qui est une génération un peu plus âgée que moi. Donc en France, je pense que c'est quelqu'un qui est important. Mais je dirais que sur l'équilibre entre ses photographies et tout le contenu discursif, il est meilleur quand même sur l'articulation et le discursif que sur les photographies, parfois. Et qu'au fond, quand je réfléchis à son travail, je n'ai pas en tête une seule de ses photographies, vraiment, tu vois. Oui, mais bon, le travail discursif est aussi un travail de création. Oui, oui, c'est pour ça que je dis qu'il est plus fort, il me semble, c'est juste. Bon. Oui, c'est vrai. Bah, dans la tension dont nous parlons, ça penche. C'est ça penche à droite. De ce côté-là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ouais. On vous entend pas. Bonsoir. J'avais une question, mais peut-être plus pour Daniel. Je ne comprends pas trop ce qu'est le documentaire expérimental. En quelques mots, qu'est-ce que vous entendez par documentaire expérimental? Alors, en fait, c'est un terme qu'emploie Gilles Saussier. C'est un terme qu'a employé Julien Guinan, puisque j'ai écouté quelques prestations sur le net. Et donc, c'est un terme que tu as employé. Donc, je l'ai repris, mais bon, c'est une reprise. Je l'ai repris. Non, mais je l'ai repris parce que ça me convenait. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à des formes de documentaire plus... Enfin, le documentaire, c'est quand même un genre au sujet duquel bien des personnes peuvent avoir des idées un petit peu préfabriquées, un petit peu simplistes. Hein, on demande au quidam un documentaire, c'est ce qui renseigne sur le sujet, c'est ce qui va apporter de l'information, etc. Donc, et puis finalement, un certain nombre de reportages parus dans Géo ou dans d'autres magazines sont des documentaires. Enfin, bon. Donc, le documentaire expérimental, ce serait l'idée de chercher d'autres formes de documentaires qui ne perdent pas l'objectif d'apporter certaines formes de connaissances et d'être dans une démarche de nature cognitive, donc qui ne perdent pas cette dimension-là, qui n'en rabattent pas du tout sur cette dimension-là, tout en mobilisant d'autres formes, peut-être, que celles qui sont les plus habituelles, voire en mobilisant la forme comme vecteur d'accès à la connaissance, mais avec une forme de recherche de justesse de cette forme par rapport à l'objectif qu'il se fixe. Et donc là, il y a quelque chose d'expérimental parce que ça s'écarte de définitions un petit peu habituelles du documentaire. Les travaux de Gilles Saussier, par exemple, ont une dimension presque inspirée par des démarches conceptuelles, par exemple. Hein, et donc, c'est
je ne trouve pas que ce soit des documentaires faciles à comprendre, en tout cas pour un public pas du tout branché sur ce genre de choses. Donc oui, on est dans quelque chose d'un petit peu expérimental, comme on parle d'un cinéma expérimental qui n'est finalement pas un cinéma très grand public non plus, hein, pour des raisons diverses. Donc, enfin, je ne sais pas, c'est ça que j'entends, mais vous êtes Sandrine Binou? Oui. Oui, mais excusez-moi, avec le vasque, tout. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Oui, non, moi, la forme documentaire, forcément, ça m'intéresse, puisque je travaille aussi là-dedans. Donc, je me demandais ce qu'il y avait de si expérimental, parce que c'est vrai qu'actuellement, on est plusieurs comme ça à travailler plein de formes différentes, et je me demandais s'il y avait d'autres artistes qui allaient encore plus loin. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de choses qui se tournent autour de la fiction documentaire. Enfin, il y a plein de lignes comme ça. Moi, ce type d'installation, ça me fait aussi penser à l'expo qu'il y a eu un peu avant sur Monsanto de Mathieu, j'ai oublié son nom, Asselineau. Voilà. Ah oui. Pareil, il présentait pas mal de documents, de textes. Je trouve ça très, très intéressant. Et je me demandais s'il y avait d'autres formes expérimentales que je ne connaissais pas, qui allaient encore ailleurs, dans d'autres champs. Bah, je pense qu'il y a quelque chose d'expérimental. Pardon. Je dis, j'ai l'impression que c'est au niveau photographique, au niveau documentaire cinématographique, quoique si, il y a des choses aussi comme ça qui tendent vers la fiction aussi. Je pense, je sais pas, à Marion Hott, par exemple, pour son film de Cendres et de Braise sur les banlieues, qui va très loin. Donc, je m'interroge sur ce renouveau, j'ai envie de dire, du documentaire. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau dans le documentaire. Et ben, comment on le donne effectivement à le voir à travers un livre ou une exposition, et comment c'est perçu surtout par le public. Voilà, je me pose la question du public surtout. Est-ce que eux, ça leur parle? Je pense qu'il y a un vrai renouveau, et puis il y a un déplacement aussi, parce que finalement, on a des documentaires expérimentaux, parce que, comme celui de Julien, mais comme celui de Mathieu Asselin, effectivement, c'est une référence qu'on peut convoquer, qui sont maintenant exposés dans des espaces dévolus habituellement à l'art contemporain. Donc ça, c'est un peu nouveau aussi, parce que ce n'était pas la place qu'occupait le documentaire il y a 50 ans. Donc, il y a des formes nouvelles qui se tissent avec des croisements de cultures aussi. Je pense que certains photographes documentaires mobilisent l'image avec une conscience de cette image qui n'est pas la même que celle qu'avaient des photoreporters au milieu du siècle dernier. Parce qu'il y a eu toute une réflexion sur les limites informatives qui étaient celles, ou de crédibilité qui étaient celles de l'image. Et c'est avec une sorte de conscience renouvelée de la portée de l'image qu'il monte des dispositifs comme celui qu'on regarde. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est intéressant, je trouve. Quitte à en user et abuser aussi. On voit beaucoup, c'est ce que vous disiez, ce genre d'expérience dans l'espace, dans l'espace de la galerie. Et parfois c'en est un peu trop. C'est-à-dire qu'on a l'impression que maintenant, c'est compliqué simplement de montrer de la photographie, presque. Il faut forcément qu'à un moment donné, il y ait un dos bleu et une photographie qui vienne empiéter sur le dos bleu, en tout cas pour signifier qu'on a conscience ou alors qu'on n'est pas juste un photographe, ce qui serait la honte ultime. Non, mais il marche pour l'enregistrement. Ah d'accord. Il faut... Sur la question du rythme, je crois que les photographes maintenant ont envie de créer du rythme. On n'est plus sur la photo en ligne, 70 photos alignées. Je pense aussi à un travail de... Oui, de scénographie. De scénographie, c'est ça. Oui, bien sûr, parce que la photographie, moi je trouve ça très bien que la photographie ne soit pas cantonnée au petit monde et à l'histoire de la photographie, et qu'elle prenne en compte l'espace tel que le font tous les autres artistes du champ de l'art moderne et contemporain. Donc oui, la scénographie.
Là, moi, j'ai passé une semaine sur place, vraiment pour réfléchir à l'espace. Voilà. C'est vrai que la génération précédente ne s'occupait pas tellement de ça. Mais c'est un renouvellement formel, je pense que tu as raison. C'est aussi une question de dessin EIN et de projet, parce qu'à partir du moment où... Enfin, quand même, ce qui te fascinait là-dedans, c'était cette histoire, ce rapport à l'espace, ces structures, mais qui avait toute une généalogie. Vraiment, il y a des images tout à fait intéressantes qu'on peut regarder isolément au mur. Dans le même temps, cette recherche-là, elle a besoin de rythme, mais elle a besoin de discursivité aussi. Bien sûr. Ah non, mais moi je suis tout à fait pour, hein. C'était juste pour vous faire verbaliser et entendre justement ce que vous en pensiez. Je vais tout à fait dans votre sens. Mais c'est très juste. La comparaison musicale, je crois que c'est très musical, un accrochage, et un livre même. Et donc, où c'est une question de contraste, moi je dirais de rythme et de contraste. C'est difficile à faire, hein, mais... Au bleu du ciel, j'ai trouvé j'ai beaucoup apprécié le fait que les cartels soient limite cachés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas imposés au spectateur, qu'on ait le temps de rentrer dans l'image, de poser des questions, et puis après de dire où est le cartel. Absolument, Que ce soit un vrai effort, quoi. Ah bon, aller le chercher, tant mieux, ça a fonctionné. De ne pas aller le chercher. C'est ça. C'est-à-dire que là, ils sont sous la moquette. Voilà, on les a. Il faut les trouver, c'est le jeu, tu sais. De la tradition du photojournalisme où on colle l'image. Exactement. Exactement. Je trouve ça oppressant, quoi. On parlait de l'exposition deux expositions précédentes, c'est Monsanto, et là pour le coup, lui, Mathieu Asselin, affiche et affirme complètement le fait que le texte vient à côté de l'image. Là pourtant dans le livre, il y a des textes à côté des images, mais je voulais absolument éviter le rapport d'illustration de l'un par rapport à l'autre. Donc il fallait mettre ces données quelque part, mais pas trop près des images. L'autre solution aurait été de faire une feuille de salle avec toutes les infos dessus. Mais vous parliez du livre, la conception du livre, comment elle s'est faite, le choix des images, le séquencement, l'appariement de page gauche, page droite, les textes. Vous avez fait seul, avec l'éditeur, non, avec un maquettiste? Absolument pas avec l'éditeur, absolument pas avec un maquettiste ni un graphiste. C'est vraiment soit seul, soit en dialogue avec Jean-François Chevrier qui a collaboré à la conception du livre. Donc je travaillais chez moi pendant des semaines, voire des mois, puis j'allais lui montrer un peu l'avancement du travail. Il me donnait son point de vue sur les choses. Donc ça, c'est une chose importante que de ne pas rester seul avec son objet, parce que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, il faut dialoguer avec quelqu'un en qui on a confiance. Et par contre, le graphiste est venu tout à la fin. Le graphiste est venu tout à la fin. Il a donné la tonalité des textes, la taille, le choix typo, etc. Mais il a pratiquement pas, même pas du tout touché le chemin de fer initial du livre, que j'avais construit déjà. Et alors pour le coup, l'éditeur n'a absolument rien fait d'autre que de mettre son tampon. En gros. Il a financé le livre. Eh ben, plus ou moins. Non, c'est un livre, ça se fait à moins d'être soit une star, soit d'avoir un sujet très porteur et très vendeur. Un livre, ça c'est jamais produit par un éditeur. Hein. Ça n'existe plus, ça. Attention, il y a des éditeurs dans la salle. C'est où ils sont? D'accord. Non, là c'est un montage classique, hein, comme très souvent, mais je ne sais pas, l'éditeur peut-être dit. Ah bah allez-y. Bah, c'est que vous ne travaillez pas comme mon éditeur. D'accord. Non, moi, là, pour le coup, il s'agit d'un éditeur important, diffusé. Tu es grave, le dissensus. Et qui n'a pas participé. Peut-être il le fait, mais je sais très bien qu'un grand nombre d'éditeurs en France fonctionnent de la même manière, ceux que j'ai rencontrés en tout cas.
Et c'est-à-dire qu'ils attendent, ceux que j'ai rencontrés attendent qu'il y ait le montage financier pratiquement bouclé. Mais qui le recherche, ce montage financier? C'est vous? Ben là, pour le coup, c'est moi qui l'ai fait, ce montage, auprès de différents organismes, CNAP, Galeries, qui allaient diffuser le travail, donc qui s'engageaient déjà en amont, fondation japonaise, voilà. Enfin, pour moi, tout ça vous a pris combien de mois, ou une année, je sais ouais, pas. une année de travail. Le livre, vraiment, la partie concrète du livre, c'est une année. Ouais.